Voilà, chers amis de Code 243, bonsoir. Vous savez très bien que la République démocratique du Congo a eu à déplorer au début de cette année la mort du général Mamadou Ndala, qui a été tué dans des conditions, dans des circonstances mystérieuses. Et plus près de nous, un autre général est mort toujours dans des circonstances étant opaques et obscures. Mais nous venons d'entrer en ligne avec l'avocat qui s'était chargé de la défense de l'une des figures de proue de ce dossier qui était le sergent-major Arsène Dabou, qui n'est plus que le chauffeur de feu, le général Mamadou Ndala. Pour ceux qui suivent de près, l'ouverture de ce procès dans la ville de Béni s'est effectuée au début du mois d'octobre, mais il y a eu quelque chose d'exceptionnel qui s'est déroulé. C'est pour cela que nous avons en ligne Maître Augustin Chisambou. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, Code 243 voudrait avoir un peu plus d'informations de votre part. Vous êtes avocat basé à Béni. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé avec la mort du sergent-major Arsène Ndabou? Oui, merci, monsieur le journaliste, pour la question. Ce que je sais que nous avons commencé le procès le 1er octobre 2014, ici, à Béni, au nord Kivu, devant la Cour opérationnelle, devant la Cour militaire opérationnelle du nord Kivu. Celui qui a ouvert ce procès, c'est le fait Ndabou, le sergent-major. Ce dernier était effectivement le chauffeur du chef général Mamadou. Donc, c'est lui qui était le témoin oculaire et auriculaire de l'assassinat du chef général Mamadou. Quand il a comparu le 1er octobre 2014, il était en bonne santé parce que de vue, on pouvait se dire qu'il était malade, mais quand la Cour lui a proposé de s'asseoir, il a dit non, je ne peux pas m'asseoir, je suis bien, je vais parler en étant plus. Il est resté debout de 10 heures jusqu'à 16h30 devant la Cour. Il a répondu à toutes les questions de la Cour. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire devant la Cour sans hésiter, sans quoi que ce soit du mal. Il a parlé avec une voix audible et tout le monde écoutait, même si c'était au micro, mais il répondait sans problème. Dommage, après le procès, il est allé dormir pour se préparer à venir le même matin, donc le 2 octobre, encore à l'audience. Mais avant cela, je voudrais, parce que
Quand il est arrivé là-bas, la mort l'a surpris et il est parti. La mort l'a surpris et il est parti. Oui, oui, allez-y. Oui, il est mort. Il est mort parce que l'hôpital, avec le médecin qu'il a reçu, il était surpris de constater que le monsieur qui était traité là-bas, dans l'hôpital, il y avait des semaines, qui était déjà en bonne santé et qui ne pouvait pas revenir déjà de cette époque-là. L'hôpital aussi est donné. Le médecin qu'il avait reçu était vu devant un problème. Et puis, ce problème, moi, en tant que son avocat, il a fait. On m'a demandé d'annoncer sa mort devant la cour. Devant la cour. Dites-nous, mais vous aviez, nous avions tous lu et suivi que vous aviez demandé une autopsie. Est-ce qu'elle vous a été accordée? Si oui, quels sont les résultats? Sinon, pour quelles raisons? Oui, certes. Et c'est comme ça que je voulais vous dire que devant cette mort brutale et tragique de mon client, j'étais obligé, le même jour, l'été octobre 2014, devant la cour, au même moment que j'ai annoncé sa mort, j'ai profité de formuler une requête en fait que la cour ordonne à ce qu'il y ait une autopsie sur le corps de mon client. Chose que la cour a rejetée immédiatement pour me dire que la cour n'est pas saisie de la mort de chef major dans la guerre, mais plutôt de la mort du fait général en Matouba. Et que si j'ai une demande comme celle-là de l'autopsie, à moi de saisir des instances de l'auditoire. Et moi-même, je le fais. Je le fais. L'auditoire a arrêté 3 médecins et c'est pour faire manière que j'ai décrit aussi, c'est que on a soutiré la chair humaine de mon client pour l'autopsie, mais je n'ai pas pu comprendre comment cela pouvait se faire à mon absence, moi qui suis son avocat. Et aussi en l'absence de sa famille. Et on a pris la chair humaine de mon client pour l'autopsie, mais à se faire on n'a pas pu comprendre. On ne sait pas. On ne sait pas où on est allé faire cette autopsie en présence de qui. Ça, je ne sais pas. Mais la demande de l'autopsie, c'est moi qui l'ai formulée et je voulais savoir de quoi exactement mon client était mort. Et jusqu'à présent, je demeure assuré de connaître la vérité. Et j'ai rappelé aussi, il n'y a pas longtemps, cette demande auprès de l'auditeur supérieur, auditeur général, pour savoir quelle est la suite de l'autopsie. Et je n'ai pas encore eu la réponse jusqu'à présent. Toujours pas de réponse à ce sujet. Voilà, mais dites-moi, comment vous sentez-vous par rapport à ce dossier qui a l'air d'être un dossier avec beaucoup de ramifications? Est-ce que vous êtes à l'aise du point de vue sécuritaire quand vous êtes occupé d'un chauffeur? Est-ce que vous vous sentez libre de vous promener? Par ailleurs, vous êtes toujours dans la ville de Béni. Quel est l'état sécuritaire? Est-ce que vous n'avez aucune crainte? Ça va? Je vous dis, monsieur le journaliste, que sur le plan sécuritaire, moi, je suis cible de tout le monde. Je peux connaître la mort à tout moment. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, d'abord, dans cette cause, je ne défendais pas que le sergent-major dans la domaine. Je défendais aussi un lieutenant-colonel du Toubizo. Il est là, devant la cour. Et c'est lui qui était présumé le premier suspect de la mort générale. Et surtout qu'il est de la morphologie tout dit du Rwanda.
sens de tous ces gens ici, à savoir du lieutenant-colonel Titou Bissou, désigné le premier hôtel, qui, sergent Dabou Dogana-Major, et aussi le capitaine Amani, qui est ami intime de ce général Mamadou, et qui était aussi proche de ce même enfant d'amour dans une affaire de fraude de guerre. Je vous dis sincèrement, toute la population de la ville de pays présente à ce procès a hurlé sur moi et a hurlé sur moi, mais promettant que je ne pouvais pas quitter là le lieu de l'audience. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas assister des gens qui étaient présumés être auteurs de la mort du général. Et subitement, j'ai formulé encore une demande à la cour. Au vu de tout ce que j'attends derrière moi ici, j'ai décidé d'abandonner le procès. Parce qu'il disait, tout à coup, ce qui signifie, nous allons te tuer aussi. Nous allons te tuer. La cour a suivi. Et j'ai formulé la demande de ma protection au même moment-là. Au même moment. Et la cour m'a dit, maître, continuez à travailler, la cour va vous sécuriser. Mais j'ai demandé de me sécuriser pourquoi? Parce que j'ai peur chez moi, chez mon épouse, avec mes 4 enfants sur place, et c'était le 10e de tout ça. Et pourquoi je vais vivre comme ça? Je n'ai pas une terre, je n'ai pas une Dieu. Et garde, la cour a dit, maître, soyez calme, on va chercher comment vous sécuriser. Devant ça, je me suis dit non, ça ne peut pas se faire. Je suis le numéro 1 de la ville de Bénin, le maire de la ville de Ottawa. Je lui ai demandé de me protéger. Lui aussi me dira, maître, soyez calme, nous allons voir comment faire pour votre sécurité. Et d'ailleurs, pour vous en convaincre, le maire de la ville, quelques jours après, il est passé sur la radio pour demander à la population de ne pas s'attaquer à moi. Et tout le monde a suivi. J'ai le peuple Congo, la radio Peuple Congo, il a parlé. Le maire de la ville, il a parlé pour demander à la population de ne pas s'attaquer à moi. Et d'autres avocats ont suivi les conseils. Alors, je me suis dit, ça ne va pas. Et c'est comme ça aussi. Et j'ai écrit à toutes les questions, à l'occurrence, l'édition des droits de l'homme, UNESCO, pour assurer pour ma protection. Je vais écrire aussi à certains de son des droits de l'homme au niveau du pays, pour chercher, même aux avocats sans frontières belges, je les ai saisis pour chercher à avoir ma protection. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Et bien moment, l'insécurité me revient d'où? L'insécurité est revenue un jour aussi du tout. Donc, en 2014, quand j'ai demandé de sortir devant la cour, et surtout que celle-là a été déchiquée, le ministre du média l'a permis d'interpréter sur même perché, même sur les chaînes des radios et télévisions nationales, pour dire que l'avocat n'avait pas raison de demander l'autopsie parce qu'il savait que son client était malade et qu'il allait mourir. Voilà. Là, le gouvernement réagit. On dit, moi je n'avais pas raison. Par exemple, et puis, vraiment tendancieuse. Là, je me suis dit, non, non, elle ne peut pas faire comme cela. Et moi, je n'ai pas en intégrité chaque jour qui passe, parce que chaque moment quand je prends parole pour la défense des êtres humains qui sont restés à la barre, et j'accepte, je suis toujours en intégrité. La population crie toujours sur moi. Et au-delà, je reçois des appels anonymes, des menaces de mort et des intimidations chaque jour. Chaque jour. Voilà, maître. Oui, maître Lucin, nous vous avons entendu. Nous avons compris ce message que nous allons relayer. Nous sommes aux États-Unis, mais nous allons faire circuler ce message auprès des institutions. Je crois que
La rédaction de Code 243 a eu également à vous lire vos déclarations que vous avez faites dans le Jeune Afrique et dans d'autres magazines. Vous dites que jusqu'à présent, et au travers d'autres collègues de la presse, que jusqu'à présent, personne n'a réagi, mais nous vous garantissons cette fois-ci que nous allons faire de notre mieux avec notre équipe rédactionnelle, avec nos contacts auprès de nos amis, auprès de l'administration américaine, auprès du département d'État, auprès du bureau de l'envoyé spécial de l'administration du président Barack Obama, l'administration américaine en RDC, à savoir Ross Fingold, le sénateur Ross Fingold. Nous allons lui transmettre le message parlant de la crainte pour votre vie, étant donné que vous êtes en train de défendre ici des hommes qui, par rapport à un dossier qui est très épineux, qui concerne la sécurité de la RDC. Maître, nous voulons, au nom de Code 243, vous dire merci et prier Dieu que sa main soit sur vous, soit sur vos enfants, soit sur votre famille, et que la vérité dans ce dossier éclate, parce que nous avons besoin de la vérité pour fonder cette grande nation qu'est la RDC. Je voudrais vous accorder une dernière minute si vous avez un mot de la fin ou une communication à faire, à vous. Et si je voudrais vous demander de parler un peu plus fort pour qu'on vous entende, s'il vous plaît. Je sais qu'il fait nuit à Béni. Oui, certain. Monsieur le journaliste m'a dit, pour ce qui concerne le moment de la fin, c'est toujours, comme vous venez de le dire, de vous demander à votre niveau de formuler auprès des institutions des droits humains, auprès des États qui tendent et qui cherchent la promotion des droits de l'homme, et aussi auprès de l'État congolais, au gouvernement congolais, à toutes les divisions des droits de l'homme, congolaises comme étrangères, mais venir en aide, non seulement pour moi-même, mais aussi pour mon épouse et pour mes enfants. Et c'est là, en moi-même, que la mêlée tombe. L'arrêt de la cour, dans cette cause, peut intervenir dans quelques heures qui suivent, c'est-à-dire cette semaine ou la semaine prochaine. Parce que dès que l'arrêt tombe, on ne sait pas ce que ça va se faire. On ne sait pas si aujourd'hui je pouvais gagner le procès. On peut dire, ah voilà, cet avocat a gagné contre le tué, c'est généralement. Donc il encourage la mort. Et c'est pour que je suis vraiment activiste des droits de l'homme. Je suis auxiliaire de la vie. Je suis avocat. Donc, je suis en train de demander, et surtout à vous, monsieur les journalistes, comme vous êtes aux États-Unis, dans un état de droit, comme celui-là, de faire de votre mieux pour que j'obtienne ce que j'appelle protection internationale. Voilà, je crois que... Oui, vous voulez obtenir la protection internationale. Le plus tôt serait le mieux. Excusez-moi, je vous interrompais parce que vous vous entendez plus très bien. Mais sachez, je vous le garantis, la rédaction de Code 243 qui reçoit ce message, que ce soit au montage, dès les premières heures, nous allons faire notre part. Je crois que ceux qui vont nous suivre également, les nombreux téléspectateurs qui sont réguliers avec Code 243 pourront dans les villes, dans les États dans lesquels ils se trouvent, dans les pays dans lesquels ils se trouvent, être également porteurs de ce message. Nous demandons à tout un chacun de prendre ceci à corps. Vous savez, à Béni, il y a à peine une dizaine de jours, il y a eu un massacre, il y a eu plus de 80 morts d'après la société civile. Nous perdons de nos enfants, nous perdons de nos familles, de nos frères et sœurs. Il est important que nous puissions nous lever et combattre et dire non. Pour la vie d'un homme, pour la vie d'une femme, nous avons vu ici aux États-Unis la mort d'un homme ou d'une femme. Les États-Unis accéléraient le processus pour la recherche, la mise sur pied d'un vaccin. Il y en a déjà 2 qui sont presque opérationnels. Je crois que les dates qui nous sont données ici sont pour le mois de janvier. C'est pour vous dire que nous devons apprendre, nous, Congolais, à respecter la valeur de l'être humain, parce qu'ailleurs, l'être humain compte. Maître Augustin Chisambo, encore une fois, nous vous remercions et nous vous disons au revoir et merci d'être venu sur notre chaîne. Bonsoir. Bonsoir, et merci, monsieur le journaliste, pour cette occasion